Bien, bah, écoutez, je vous propose qu'on débute dès maintenant. Bienvenue à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre présence et votre ponctualité. Rappelez simplement que le webinaire auquel vous participez aujourd'hui est enregistré et que d'ores et déjà, on a lancé l'enregistrement. Et donc, si vous souhaitez pas apparaître sur la vidéo qui sera ensuite publiée sur la chaîne YouTube, il est encore possible pour vous de désactiver votre caméra. Alors à nouveau, bienvenue dans cette causerie de la collection Égalité, Diversité et Inclusion qui est publiée chez l'éditeur Édition Management et Société. Et aujourd'hui, on a le plaisir avec Clotilde Coron qui co-dirige cette collection avec moi de recevoir Delphine Pouponneau qui est directrice Diversité, Équité et Inclusion et Qualité de vie et des conditions de travail au sein du groupe Orange, mais aussi coprésidente de l'Association française des managers de la diversité. Et Delphine n'est pas venue aujourd'hui seule puisqu'elle est accompagnée virtuellement de Tanguy Bizien qui nous fait aussi le plaisir de sa présence en tant que responsable des études de la FMD. Alors ces causeries, ce sont des temps d'échange qui sont organisés maintenant, c'est la troisième causerie autour des ouvrages qui paraissent dans notre collection. Et c'est par ça qu'on va commencer parce qu'on a un programme assez dense pendant environ 45 minutes. Un premier temps donc de présentation de cette collection et de l'ouvrage dans lequel cette collection est publiée par Clotilde et moi. Et puis ensuite, un passage de parole à Tanguy qui nous parlera de son point de vue Association française des managers de la diversité, de la dimension partenariale de cet ouvrage, mais aussi d'autres aspects. Un troisième temps sera consacré à Delphine Pouponneau qui nous parlera finalement, qui nous donnera un œil sur l'ouvrage, mais qui aussi nous parlera de quelques éléments de nature plus prospective. J'en dis pas plus, mais ça promet d'être intéressant. Et un dernier temps plus interactif qui consistera en un temps un peu de questions-réponses avec la salle sur le mode de la conversation. Alors, quelques conseils très classiques. Essayez, si vous pouvez, de couper votre micro quand quelqu'un parle, de configurer votre affichage Zoom en mode intervenant et d'utiliser, si vous le souhaitez, la fonction lever la main pour ensuite pouvoir échanger, au moins dans un premier temps, et puis ensuite vous rappeler qu'à nouveau, le webinaire est enregistré et qu'il est possible de couper votre caméra sans pour autant vous déconnecter si vous souhaitez participer. On passe tout de suite au premier temps de ce webinaire qui est en fait le temps zéro puisque c'est la présentation de la collection et c'est Clotilde qui va vous la présenter. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence virtuelle à ce webinaire. Donc avec Hugo, donc moi je suis professeur des universités à l'université Paris-Saclay, Hugo, maître de conférence à l'université du Mans. On travaille tous les deux sur des sujets liés à l'égalité, la diversité et l'inclusion. Et donc on a créé en 2024 chez l'éditeur EMS dont Hugo parlait cette collection qui rassemble des ouvrages autour des thématiques liées à l'égalité, la diversité et l'inclusion. On est parti du constat que quand même, ces sujets sont des préoccupations importantes pour les organisations contemporaines, en même temps que il y a actuellement dans le monde certaines turbulences qui font que on n'est quand même pas assuré d'aller toujours dans la bonne direction, disons. Et donc, d'où l'intérêt d'avoir une collection vivante qui publie régulièrement des ouvrages sur ces sujets avec l'objectif à la fois de montrer comment les organisations s'en saisissent, quelles sont les problématiques qui se posent aux organisations, quelles sont peut-être les nouvelles thématiques ou des thématiques plus anciennes avec des exemples un peu originaux. Donc, ça couvre vraiment des thématiques variées, hein, puisque quand on parle d'égalité, de diversité, d'inclusion, on peut avoir des approches par catégorie d'individus, par exemple, mais aussi des approches par, euh, par grand angle, par exemple, c'est la différence entre la notion de diversité et d'inclusion. Et Euh, Clotilde, excuse-moi, mais ça, c'est hyper haché le son. Pardon, alors, je sais pas trop. Et Ouais. On avait un petit peu de bug. Clotilde, peut-être le temps que tu remettes ta connexion, j'enchaîne un peu. Effectivement, que Clotilde le disait et le disait mieux que moi, mais la collection a pour objectif de travailler sur une diversité d'approches, concepts, pratiques et discours qui ont pour objectif en fait de proposer de la documentation de temps long sur les thématiques d'égalité, diversité, inclusion
On a à ce jour 3 ouvrages publiés, vous les voyez à droite de l'écran si vous êtes bien en face de l'écran. Un ouvrage de recherche individuel, un ouvrage de recherche collectif, et puis cet ouvrage qu'on vous présente aujourd'hui qui a un format un peu original. Je vais vous en parler dans quelques instants. 3 ouvrages parus, donc il y a une dizaine d'ouvrages qui sont maintenant inscrits à la programmation sur les 3 prochaines années, donc une actualité éditoriale assez dense. On aura l'occasion de vous en reparler puisque le choix qu'on a fait, c'est de proposer ces causeries de façon tout à fait systématique à chaque parution d'ouvrage et on verra peut-être même pour en proposer de façon plus liée à l'actualité et à d'autres événements. Si vous avez des besoins en information, que vous avez des projets à proposer ou même des manuscrits sur lesquels vous avez avancé, vous pouvez les transmettre aux adresses qui sont indiquées dans le support PowerPoint. Concernant donc cette présentation de la collection, il faut maintenant aller directement sur la présentation de l'ouvrage et il nous faut faire quand même assez vite pour laisser la parole à nos orateurs qui arrivent. Alors, quel était le projet de cet ouvrage qui, pour rappel, s'appelle À l'écoute des leaders de l'égalité, de la diversité et de l'inclusion dans les organisations, dialogue sur les innovations qui font l'EDI aujourd'hui. L'objectif qu'on s'est donné avec Clotilde et en partenariat dès le départ avec l'Association française des managers de la diversité, c'était de proposer une série de grands entretiens avec des responsables de l'égalité, la diversité et l'inclusion, d'organisations françaises ou basées en France, recueillis dans un ouvrage de taille raisonnable avec une grande diversité thématique. Donc l'angle d'attaque, si je puis dire, de cet ouvrage, c'est un angle thématique et le centrage se fait sur des entretiens structurés, c'est un peu issu de notre tradition de recherche à Clotilde et moi, la réalisation d'entretiens qu'on peut appeler entretiens semi-directifs avec un guide d'entretien réalisé au préalable avec une trame commune qui permet à la fois, cette trame, elle permet à la fois de faire émerger une forme de singularité parce qu'on est sur un angle thématique, focalisé sur des projets, mais aussi de tisser un peu des points de comparaison. C'est ce qu'on essaiera de faire avec Clotilde lors de la conclusion, de vous donner quelques éléments un peu transverses et traversants de comparaison. Alors, quel était l'objectif final? Recueillir des paroles, mais des paroles incarnées, plurivoques, issues de contextes différents, mais toutes qui sont traversées par cette même exigence de justice en milieu professionnel. C'était en tout cas l'objectif de cet ouvrage, et c'est ce qu'on rappelle dans l'introduction de l'ouvrage, qu'on vous invitera, si vous le souhaitez, bien sûr, à lire plus en détail en vous le procurant. Alors, un point, quel a été notre travail éditorial, parce que c'est finalement assez simple de faire des entretiens avec des personnes, en particulier quand on nous les présente avec une forte recommandation, comme l'a fait Tanguy. Ça nous a beaucoup facilité le travail. Merci encore Tanguy. On a fait un petit travail éditorial dans un second temps qui est un travail de construction de notes de bas de page, bon, un outil assez classique pour autant, mais qui ici remplit 3 fonctions. D'abord, les notes de bas de page qu'on a ajoutées dans les grands entretiens retranscrits permettent la consultation de ressources d'approfondissement. Certaines sont proposées, de nombreuses sont proposées par la FMD, mais d'autres également ont été mises en avant. De définir des concepts un peu clés, moins connus, à l'appui de travaux de recherche plus ou moins récents. Et enfin, d'approfondir le récit avec des éléments qui sont plus secondaires, mais qui sont intéressants quand ils ont été évoqués avec les répondants. Alors, tout ça nous a donné finalement 4 grandes parties que je vais laisser Clotilde vous présenter. Je pense que le problème technique doit être maintenant résolu. Je ne sais pas exactement d'où ça venait, donc vous me direz. Puis sinon, Hugo, tu présenteras pour moi. Donc, on a cherché à structurer l'ouvrage autour de 4 grandes parties, puisque l'idée, c'était que chaque entreprise, finalement, mène des politiques sur des sujets différents, mais on voyait bien qu'il quand même, il y avait des points de convergence. Donc, la partie 1, qui est consacrée plutôt à l'importance du réseau et des partenariats avec différentes parties prenantes. La deuxième partie qui consiste à inscrire l'égalité, diversité et inclusion dans une réflexion sociétale globale qui acte le fait que l'entreprise, particulièrement sur ces sujets-là, elle est en prise avec la société. Une partie 3 qui concerne des organisations qui ont puisé dans leur histoire, dans leur culture pour incarner cette égalité, diversité, d'inclusion. Et la partie 4 qui fait parler des organisations qui ont plutôt mis en avant le fait que des politiques dédiées à des populations spécifiques pouvaient bénéficier à tous et toutes.
Si le temps Merci reste Clotilde. haché, Hugo, je te laisse. Ouais, je reprends la parole parce que c'est toujours pas idéal, je Ouais, pense, en termes de son. C'est simplement pour revenir sur le sommaire, donc ça va être assez rapide. On a eu la chance d'avoir une préface de Tanguy. J'en dis pas beaucoup plus hein, sur le fond parce que peut-être que son propos sera notamment inspiré de cette préface, mais pas seulement. Ensuite, avec Clotilde, on a rappelé quelques éléments d'objectifs dans un chapitre introductif qui expliquait quelle était pour nous, la raison et l'intérêt de faire un ouvrage comme ça, c'est pas courant hein, de publier des entretiens, des grands entretiens dans une forme intégrale comme on l'a fait. Ensuite, on passe aux parties que Clotilde vous a présentées, donc avec un premier chapitre sur le réseau. Donc, bien entendu, s'il s'agit de réseau, il s'agit de parler de la FMD. Dans un second temps, on parle d'UpCop qui change le regard sur les personnes sous main de justice en s'appuyant sur des partenariats et notamment un partenariat un peu structurant avec la fondation M6. On a eu un entretien avec Sherifa Messaoudi, qui est responsable diversité et inclusion dans cette structure. Dans la deuxième partie, sur la dimension, j'allais dire, sociétale et globale, on a parlé violence conjugale et non-binarité avec EDF, Magali Craid et Virginie Beaujard, et sur comment s'appuyer finalement sur une structure un peu préexistante pour travailler sur une thématique qui, elle, est nouvelle. Et ça, c'est très intéressant dans ce chapitre. Ensuite, chapitre 4, l'expérience d'Advance sur la question de la vulnérabilité avec Amandine Breton qui a été interrogée par Clotilde. Partie 3, la question du lien entre histoire, culture et EDI. Et là, on a eu deux organisations assez passionnantes avec le travail qui a été conduit par FDJ United, un entretien avec Thomas Grévry sur l'inclusion des LGBTQI+, et notamment l'importance de la mesure pour agir plus précisément. Et puis l'entreprise IKEA avec Johanna Bagur, responsable égalité, diversité, inclusion, sur finalement l'ancrage culturel de l'engagement EDI. Et puis un dernier groupe de chapitres, d'abord un chapitre avec JLL et Annelise Raoul plus particulièrement sur l'amélioration globale de l'expérience collaborateur en travaillant sur une population spécifique qui est celle des personnes neurodivergentes. Et on termine avec un entretien avec Brimbel Grandcola qui travaille chez Disneyland Paris sur les questions de parentalité de façon plus transversale et donc pas en se focalisant seulement sur une population précise sans s'interroger sur les conséquences pour les autres populations d'une organisation. Voilà, donc vous voyez que le spectre est tout de même assez large et on a d'ailleurs pu découper les différents entretiens en quatre grandes parties et on espère que vous vous retrouverez dedans. Peut-être que maintenant il est temps que vous en sachiez un peu plus, d'une part sur la dimension partenariale qui est celle de ce projet, mais aussi sur comment ce projet entre en résonance avec d'autres activités de la FMD qui a été un partenaire privilégié et idéal pour ce projet. Donc merci encore Tanguy, je suis très heureux de te donner la parole. Merci beaucoup pour cette présentation. Je suis très heureux d'être là et de présenter ce partenariat avec les éditions EMS et la collection que dirigent Clotilde et Hugo. Juste un simple rappel sur la FMD. Donc, c'est une association en intérêt général qui existe depuis bientôt 20 ans. On fêtera nos 20 ans l'année prochaine. Et donc, c'est un réseau d'employeurs hein, qui travaille sur les questions de discrimination, de diversité, d'inclusion au travail. Et la particularité de la FMD, c'est effectivement de beaucoup s'appuyer sur la recherche, hein. Donc, à la FMD, on ne fait pas de recherche académique au sens de Hugo et Clotilde. On fait plutôt ce qu'on appelle de la recherche-action. Il y a toute une part aussi de vulgarisation et de médiation scientifique qui est importante pour nous pour mettre en avant un peu des concepts clés et saisir aussi les évolutions, quoi. Et donc, ça permet aussi aux praticiens, aux praticiennes de faire évoluer leurs pratiques, hein. Donc, il y a quand même des formes de réflexivité et de critique qui sont hyper importantes ici et qui permettent de faire avancer un peu les sujets. Et donc, on permet aussi à des chercheuses et des chercheurs d'avoir accès à des terrains. Donc ça, c'est important, hein, que ce soit des doctorants, des doctorantes ou des chercheurs plus confirmés. L'idée, c'est quand même que, on ouvre quand même les portes des organisations de travail pour voir comment se passe le sujet. C'est quand même un peu ce qu'on fait Clotilde et Hugo ici, quoi. Mais on fait aussi des recherches en interne à la FND. Donc, en général, ça se passe sous la forme de groupes de travail. Et là, on lance un groupe de travail qui s'appelle sur IA et vulnérabilité. Et on le fait avec Marc-Éric Bobier-Chaumont qui dirige la chaire de psychologie sociale au CNAM. Donc, on aura cette approche assez psycho des groupes de travail par rapport à IA et vulnérabilité.
Et voilà, et puis on fait des recherches plus classiques, effectivement. Nous, on sort une grosse enquête le 2 juin, donc auquel tout le monde est convié, hein. On n'a pas encore le lieu, mais ce sera le 2 juin matin. Et donc, c'est une enquête sur les fonctions diversité, et qui fait effectivement écho à ce livre. Et donc, le partenariat ici est intéressant parce que nous, on a été partenaire de cet ouvrage, mais Hugo et Clotilde ont aussi participé à notre enquête sous la forme de questions qu'on a intégrées à un questionnaire. Ils ont écrit un chapitre de l'ouvrage sur les risques psychosociaux. Donc ça, c'était particulièrement fécond en termes de pratique, de recherche, etc., et en termes d'échange. Donc là-dessus, c'était intéressant. Et je voulais dire aussi quelques mots sur le livre parce que, il est complémentaire à notre enquête, mais ce que je trouve intéressant dans le livre, c'est qu'il illustre bien la variété des sujets qui sont couverts par les responsables diversité et inclusion. Donc, c'est effectivement ce que je dis un peu en préface. Je pense que c'est des fonctions qui sont pas très bien connues du grand public, et je mets des guillemets ici, qui parfois sont mal identifiées aussi en interne. Et donc, par exemple, dans notre enquête, on voit bien que les collaboratrices, collaborateurs ne savent pas toujours exactement ce qu'on met derrière diversité et inclusion. Savent pas toujours si c'est des RH, si c'est assistance sociale, si c'est autre chose, conformité, etc. Donc, en fait, on voit qu'il y a beaucoup de sujets qui sont couverts. Et ce que je trouve intéressant, c'est que les sujets couverts sont extrêmement techniques, hein, du point de vue du droit, mais aussi du point de vue de comment on aborde ces questions. Donc, la question des violences conjugales, la question de l'accueil de personnes réfugiées, la question de personnes sous main de justice, de leur employabilité, en fait, sont des questions techniques. Et donc, dans l'enquête, par exemple, nous, on se dit, est-ce qu'il n'y a pas aussi des techniciens, des techniciennes de l'EDI? Est-ce qu'il y a cet aspect technique? Est-ce que même c'est un truc qu'il ne faudrait pas mettre en avant en termes d'éthos professionnel pour pallier un peu à la manière de percevoir sociale dans un sens qui est parfois déprécié, quoi. Mm. Donc je trouve ça intéressant quand même parce qu'on voit quand même toute cette technique qu'il y a derrière. L'un des enjeux aussi que je trouve intéressant, c'est quand les personnes reviennent sur leur trajectoire personnelle et professionnelle. On voit quand même qu'il y a un... Ça ressort aussi dans notre enquête, hein. On ne vient pas peut-être à l'EDI par hasard. Donc il y a beaucoup de recrutement en interne, hein, pour ces fonctions-là. Mais même si on est recruté en interne, ça veut dire qu'il n'y aurait pas eu d'appétence particulière, tu vois, sur le sujet. Il y a un truc dans la biographie, parfois, qui intervient pas mal. Et je trouve ça toujours intéressant aussi dans la recherche, d'essayer d'avoir cette partie un peu narrative, biographique, pour faire rentrer un peu aussi, pour faire comprendre d'où on parle, quelles sont les problématiques, etc. Et ça ressort vraiment de l'entretien de Thomas Grévry de la FDJ, qui lui est même en situation de handicap, qui a connu qui a été papa et qui en parle et qui dit en fait, ben, bon, voilà, c'est des manières de voir qui vont en fait influer un peu sur la manière d'occuper ces fonctions-là. Sherifa aussi, elle le dit, Messaoudi, Shepkop, hein, donc on voit bien que ces questions en fait de discrimination en lien avec ses origines raciales, sociales, culturelles, ça joue aussi beaucoup, quoi. Donc je trouve ça intéressant, cette partie assez biographique et de faire que les répondants et répondantes reviennent un peu sur leur itinéraire. Je trouve que ça incarne aussi bien les choses. Et puis, le dernier point, moi, qui me semble intéressant, c'est que ça montre bien dans le livre, dans les entretiens, la capacité aussi des responsables EDI à mobiliser pas mal en dehors de l'entreprise ou de leur organisation de travail, de leur administration. C'est le cas, par exemple, chez EDF, quoi. Sur la question des violences conjugales, on voit bien que les ressources en interne sont bien, mais c'est peut-être parfois pas suffisant. Et ça, c'est ressorti aussi de pas mal d'enquêtes qu'on avait fait, notamment celle avec Vincent Arnaud-Chap et Malik Amila sur l'impact, où on voit que solliciter, en fait, notamment la recherche sur des questions de mesure, sur des questions d'impact, etc., c'était vraiment très important pour ne pas tomber, par exemple, que dans des processus de quantification, mais avoir aussi du qualitatif qui permette d'embrasser un peu des situations et de se dire, bon, bah, qu'est-ce qui se cache derrière ces chiffres qui ressortent, comment je peux les lire, qu'est-ce que j'en fais, comment je les acte dans un plan un peu stratégique ensuite, quoi. Et ça, je trouve ça intéressant parce que Virginie Beaujard et Magali Cred, effectivement, elles sont appuyées sur la recherche et sur de l'associatif aussi. Donc, en la personne de Séverine Lemierre. Donc, Séverine Lemierre, elle est enseignante-chercheuse en économie, mais elle est aussi présidente d'une association, un femme, un toit, une femme, un toit. Et donc, on voit que enfin, comment dire, le secteur associatif est quand même aussi important pour les organisations de travail. Et donc, il y a des porosités intéressantes entre bon, le monde du travail stricto sensu et puis la société, quoi. Et donc, c'est ce que dit aussi un peu Laure Bérény dans ses travaux, c'est qu'elle dit qu'effectivement, les responsables EDI ils traduisent un peu des tensions du monde social, enfin pas que des tensions, mais disons, ce qui se passe, un peu les évolutions du monde social dans des normes professionnelles. Et donc ce va-et-vient aussi est intéressant à regarder. Et moi, je pense que les fonctions EDI sont un endroit
de révélation des évolutions du travail aussi et comment l'entreprise intègre des sujets de société. Je pense qu'ils sont vraiment intéressants de ce point de vue-là parce que c'est un point de vue sur le travail aussi un peu plus global, quoi. Et effectivement, tout ça aussi, nous, on le retrouve dans l'enquête, hein. Donc, j'ai hâte aussi au 2 juin qu'on puisse en parler ensemble parce que le livre vraiment et l'enquête sont très complémentaires de ce point de vue-là. Voilà, je trouve ça intéressant. Euh, et voilà pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tanguy. Bah, c'est vraiment pour nous important, hein, les points que tu soulèves. Et notamment, nous, on veut vraiment insister sur le fait qu'il y a une réelle tradition de recherche à la FMD. Recherche certes ancrée dans les problématiques des organisations, mais aussi une volonté d'éclairer ces discussions et ces interactions avec les organisations par les travaux de recherche et des fois aussi pour les travaux de recherche. Et c'est un moyen sur des sujets comme l'égalité, la diversité et l'inclusion d'objectiver un maximum et puis de faire ce que font les chercheurs, c'est-à-dire de diversifier les sources de données, de diversifier la qualité des données, enfin d'objectiver finalement la production de réflexion, mais aussi d'action en matière d'égalité, diversité, inclusion. Et nous aussi, on est impatients parce qu'on a certes écrit un chapitre de l'enquête, mais on n'a pas vu les autres. Ouais. Donc on est impatient de les découvrir le 2 juin. Donc si t'as un lien à nous mettre dans la conversation ou quelque chose dans le genre, n'hésite pas. Et puis sinon, je suis sûr que tout le monde va essayer de se tenir informé. Ouais, on De... n'a pas encore le lieu et tout ça, donc c'est pour ça. Mais dès que j'ai le truc, je l'envoie et on fera Ok. l'invitation évidemment. Ok, bon, j'ai mis dans la conversation le site de la FMD institutionnel. Super. L'info passera par là. Donc vous pouvez le mettre de côté si vous le souhaitez. Merci beaucoup, Tanguy. Et puis je vais maintenant, on va basculer vers le troisième temps de notre webinaire, qui est en fait le temps fort, le temps central et principal, qui est l'accueil de Delphine Pouponneau. Merci encore, Delphine, d'être présente avec nous aujourd'hui pour nous parler certainement un peu de l'activité de la FMD, aussi de l'ouvrage, parce que vous avez été interviewé, hein. Vous avez le chapitre 1 de cet ouvrage et puis nous donner un œil peut-être sur l'avenir de l'EDI, peut-être parler un peu prospective. Voilà, la parole est à vous, Delphine. On est très heureux de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci à vous, ravi de participer à ce webinaire, ravi d'avoir participé aussi à l'ouvrage. Moi, ça fait 7 ans que j'occupe un poste en charge de la diversité, de l'équité et de l'inclusion dans le groupe Orange. Alors, depuis 3 ans, il s'est un peu enrichi des enjeux autour de la santé, de la sécurité, de la qualité de vie au travail et de l'engagement salarié. Pour moi, c'est important parce que ça donne une toute autre dimension et ça crée quand même pas mal de liens. Comme tu l'as dit, je suis aussi coprésidente de l'Association française des managers de la diversité. C'était important pour moi d'avoir un rôle actif dans cette association qui est vraiment une association ressource, hein. Pour moi, c'est vraiment une communauté d'entraide où effectivement les travaux de recherche sont aussi très importants et nous aident entreprises à vraiment travailler en profondeur les sujets. Et comme le disait Tanguy, il y a quand même beaucoup d'expertise autour de ces sujets-là et on ne peut pas les négliger. Alors, effectivement, moi, j'ai participé à l'ouvrage. Alors, pas que mon parcours soit exceptionnel, mais pour moi, c'était important d'y participer parce que dans un contexte où quand même nos sujets sont chahutés, il était quand même très important qu'on redonne la parole à ceux qui sont engagés, qui agissent et qui constatent concrètement les bienfaits de ces politiques au sein des organisations. Et donc, je pense que c'était très important, effectivement, d'avoir ce panel, cette diversité de profils, cette diversité d'organisations et de sujets traités pour montrer toute la valeur de nos actions et du sujet l'EDI. Parce que c'est vrai on est quand même dans un paradoxe où on n'a jamais tant parlé du sujet, hein. C'est quand même un sujet assez stratégique dans nos entreprises. On a quand même des normes françaises et européennes qui sont
assez costauds. Alors, on espère qu'elles continueront à exister. Et pourtant, on parle de gender fatigue. On voit qu'il y a une polarisation des discours, une montée du populisme, et puis des tensions, voilà, géopolitiques qui ont aussi un impact sur nos activités. Donc, je dirais que l'EDI est un peu en zone de turbulence. Donc, c'était très important pour moi cette prise de parole parce que ça donne à voir des gens qui sont engagés, qui y croient, qui ont des actions concrètes sur le terrain et qui voient les effets positifs sur le corps social, sur la performance durable de leur organisation. Et pour moi, c'était vraiment important. Et face justement aux doutes, aux polémiques, effectivement, la meilleure réponse, c'est quand même des faits, des actes et des pratiques. Et donc, ces témoignages en sont une très belle illustration pour montrer que voilà, ça répond des problèmes concrets des organisations, que ce soit autour du recrutement, de la rétention, de la santé de nos collaborateurs, de la qualité de vie et globalement de la performance de nos organisations. Ce qu'on voit effectivement, alors moi je vais pas rentrer parce que je pense que c'est important que tout le monde se l'approprie et le lise, mais moi ce que j'ai trouvé intéressant, hein, que ça donne des preuves concrètes et documentées de ce qui fonctionne, avec des indicateurs qui sont vraiment lisibles sur le sentiment d'appartenance, sur la baisse de l'absentéisme, sur la performance en général. Ça donne aussi des récits qui rassemblent parce que quand on parle de qualité de vie au travail, de santé psychologique, de cohésion sociale, forcément ça, voilà, ça rallie aussi tout le monde et ça évite les crispations. Et puis ça donne plein d'exemples très inspirants. Tanguy l'a évoqué, hein, violence conjugale, non-binarité, neurodiversité, la problématique des ex-détenus ou des réfugiés. Voilà, autant de sujets qui aujourd'hui euh, peuvent être très importants à adresser au sein de nos organisations. Et on voit bien la porosité, effectivement, entre la société civile, nos organisations, les enjeux divers et variés qui peuvent effectivement toucher nos modèles. Ce qu'on constate aussi dans ce livre, alors c'est pas nouveau, mais je pense que c'est important de se le rappeler, c'est que il faut un engagement fort et placé au plus haut niveau, hein. Souvent, les entreprises disent il faut un sponsoring de la direction, il faut une gouvernance solide, donc ça c'est important de le rappeler. Il faut, et on l'a dit aussi, hein, des réseaux. On ne peut pas travailler seul. Les coalitions, les réseaux sont importants. Le monde associatif est hyper important pour progresser sur ces sujets-là. On le voit dans plusieurs exemples. Et puis, il faut des preuves, donc des baromètres, des labels qui aussi permettent de rendre beaucoup plus effectives ces politiques. On rappelle qu'il faut toujours mesurer, évaluer, piloter, parce que voilà, c'est notamment, on le voit bien, hein, des enjeux aussi extra-financiers, hein. On voit bien avec la CSRD la nécessité de reporter nos actions. Donc le problème de la mesure est essentiel et on voit plusieurs exemples. Et puis moi, une idée que j'ai bien aimée aussi, c'est la vulnérabilité comme une force, cette capacité à changer les regards pour aussi s'assurer d'une meilleure performance et une cohésion sociale. Donc voilà, je pense que c'est essentiel d'avoir ce genre de discours et c'est important aussi de faire beaucoup de pédagogie, que les mots ont une importance et la précision des mots, elle est importante, que le cadre juridique, il est aussi très salvateur, hein, pour nos sujets, mais que ça demande effectivement beaucoup de technicité, comme le disait Tanguy. Et puis, ce qui m'a aussi beaucoup interpellée, que je trouve très fort, parce que c'est aussi des choses qui sont très ancrées chez nous, c'est de ne pas oublier l'histoire et les valeurs de nos entreprises, qui sont un peu l'ADN qu'il faut préserver contre, on va dire, vents et marées. Et ça, c'est important de se rappeler l'histoire de nos organisations, parce que c'est là qu'on trouve aussi l'ancrage voilà, de nos actions.
Alors, je dirais que ben, cet ouvrage, il s'adresse à tous les publics, hein, à la fois DRH, responsables d'INI, mais peut-être même partenaires sociaux. Donc, c'est vraiment quelque chose de très ouvert. Et je trouve que ces 8 témoignages eh ben, permettent vraiment d'inspirer, de donner à voir ce qui marche, de pas avoir peur aussi d'aborder des sujets qui sont parfois sensibles, hein. On parle, voilà, violence conjugale, réfugiés, en ex-détenu, c'est quand même des sujets qui sont pas faciles, mais on voit que ça fonctionne. Et si on fait effectivement le pont avec les travaux de la FMD, parce que c'est effectivement tous les sujets qui nous animent, et comme le disait Tanguy, le 2 juin, on sort l'ouvrage effectivement sur le devenir de la fonction d'INI, mais c'est aussi tout le travail prospectif qu'on mène actuellement, en essayant de se projeter à horizon 2035 pour voir effectivement quels sont les scénarios qui pourraient arriver et comment apporter des solutions et comment être résilient, hein, face aux différentes mutations qui forcément nous impactent. Parce qu'en fait, le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est que l'avenir des fonctions d'INI, elle dépend pas uniquement de la volonté des organisations. Ça dépend aussi des grandes dynamiques qui nous occupent, à savoir à la fois le choc démographique, hein, le fait que la population en France et en Europe vieillit, qu'il va falloir travailler plus longtemps. Ça va probablement avoir des incidences assez importantes pour nos organisations, et puis sur la santé des collaborateurs. C'est l'impact climatique. Là aussi, hein, on a des enjeux qui vont être très importants pour bah, s'assurer que les conditions de travail restent soutenables pour nos collaborateurs, avec probablement des enjeux différents entre les populations qui sont les plus exposées, celles qui le sont moins. Donc là aussi, hein, des inégalités en termes voilà, de justice sociale et climatique qu'il va falloir adresser. Tout ce qui est économique, géopolitique, bon, on le voit encore malheureusement aujourd'hui, hein, sur des groupes internationaux comme les nôtres, il y a énormément d'enjeux qui se jouent au niveau géopolitique. On va probablement aussi être confronté avec plus de migration, de population liées à des guerres ou au climat. Donc ça aussi, c'est des enjeux qu'il faut qu'on aborde. Et puis tout ce qui est nouvelles technologies et l'introduction de l'IA. Là aussi, hein, on le voit bien, multiplication des usages, multiplication de l'IA agentique dans nos process. Donc, ça veut dire que la DNI va aussi devoir être beaucoup plus présente sur les sujets d'inclusion numérique, d'IA responsable, d'accessibilité. Donc, autant de nouveaux sujets sur lesquels il va falloir qu'on travaille probablement pareil, en coalition avec d'autres acteurs, hein, les acteurs de la santé, sécurité au travail, les acteurs de l'environnement, les acteurs d'innovation. Donc ça ouvre aussi d'autres perspectives. On va être obligé de décloisonner fortement nos activités. On travaillera pas plus forcément qu'avec la DRH ou voilà. Donc c'est à la fois c'est un énorme enjeu, de nouvelles perspectives. Moi, je trouve ça passionnant. Donc, on a encore beaucoup de travail, mais il faut pouvoir continuer à résister à la pression. Et on sait que voilà, c'est pas toujours facile. Il y a parfois des contraintes économiques aussi qui nous amènent à revoir nos budgets, revoir nos priorités. Donc, ça demande énormément de résilience et d'où l'importance de travailler en communauté pour aussi pouvoir s'entraider et partager tout ce qu'on peut faire. Et c'est aussi tout l'objet de votre travail et de votre ouvrage. Donc, un grand merci à vous. Donc, voilà ce que j'avais à partager avec vous ce soir. Merci beaucoup, Delphine. Merci beaucoup pour ce retour sur l'ouvrage aussi qui nous renforce. Je vois que Tanguy a ouvert son micro, peut-être. Ouais, je voulais ajouter quelque chose en fait sur les questions de prospective. Nous, on a notre assemblée générale le 7 avril prochain au musée du Quai Branly. Et à la suite de ça, à partir de 10 heures, on fait une conférence, une série de conférences sur la prospective. Donc, je donne le lien ici dans le chat. Mais c'est vraiment un moment qui va être chouette au-delà du lieu qui est bien. Il y a
On va avoir des invités. Il y a Patrice Adam, qui est plutôt côté du droit, lui, qui va venir nous parler de ça. Il y a Francis Château-Renaud aussi qui sera là et qui est sociologue et qui a travaillé beaucoup sur les imaginaires aussi du futur. Et donc, ça va être intéressant de se projeter un peu et d'essayer de se projeter à 2035 pour imaginer le futur des diversités, de l'inclusion et comment on peut croiser aussi ces problématiques sociales, les problématiques environnementales, etc. Donc, je vous invite à venir le 7 Nombreux, avril. venez nombreux, on vous présentera les différents scénarios possibles et l'idée, Tout c'est à fait. vraiment de réfléchir ensemble, voilà, aux solutions et à l'avenir de l'EDI ensemble. Toujours une actualité très, très dense, événementielle à la FMD. C'est un plaisir pour nous de pouvoir le relayer. Et puis bon, toutes les informations sont dans la conversation. Merci encore Delphine pour ce que vous avez pu dire. J'ai noté pédagogie, technicité, incarnation, qui sont quand même des points un peu traversants de votre propos. J'ai noté aussi que vous avez introduit par un élément qui fait un peu écho à des retours que moi j'ai eu récemment sur la gender fatigue, sur l'égalité, diversité, inclusion fatigue, qui sont quand même des contre-feux assez importants à tout ce qu'on peut essayer de porter par ailleurs ici et dans d'autres endroits. Je discutais encore récemment avec une personne en fonction sur les thématiques égalité, diversité, inclusion qui me parlait masculinisme et les effets du masculinisme dans le contexte du travail. Tout ça, et quand on sait que le masculinisme se développe beaucoup chez les jeunes générations, bah, on voit qu'il y a encore des défis très importants à relever, notamment aussi pour faire un peu éponge et tampon sur ces grandes tendances de fond qui sont pas neutres. Et donc le chantier prospectif que vous avez ouvert, en complément bien entendu de cette série d'entretiens dont on parle aujourd'hui, bah, il va être très utile parce il va aussi intégrer ces raisonnements et en tout cas entrer en résonance avec eux. Donc, merci beaucoup pour tout ça. C'était très intéressant de vous entendre. Et on a une première question dans le chat. En attendant, celles et ceux qui auraient des questions, n'hésitez pas soit à les transcrire, soit à utiliser la fonction lever la main pour pouvoir prendre la parole. C'est Julien qui nous dit, je travaille dans une mission d'INI depuis 4 ans et je sens, entre guillemets, que l'importance baisse. Avez-vous les mêmes retours à travers vos interviews? Alors nous, on a plutôt pas interrogé cet aspect dans nos réflexions parce que l'idée c'était de valoriser des thématiques, même si il est vrai que certains de nos répondants nous ont fait part d'inquiétudes, de nécessité de soutien, de renforcement de l'action, etc. Peut-être Tanguy ou Delphine, vous avez des éléments pour illustrer ça, parce que vous animez ou participez très souvent à des échanges avec des communautés de personnes engagées sur ces sujets. Je dirais que ça nous a beaucoup occupé toute cette année, hein, parce que effectivement, notamment l'arrivée de Donald Trump aux États-Unis a quand même pas mal perturbé nos sujets. Donc, on s'est beaucoup réunis avec les adhérents pour justement voir quelle posture, est-ce qu'il y avait vraiment des revirements, est-ce qu'il fallait faire des plaidoyers. On s'est beaucoup posé de questions. C'est clair que ça reste quelque chose de un peu de latent, hein. On l'a dit, on voit bien que le sujet est remis quand même sur la table régulièrement, il y a une polarisation du discours, il y a voilà un vent contraire qui est quand même assez persistant. Donc c'est comment on résiste aussi à cette pression-là. Euh, Aujourd'hui, au sein de la FMD, on n'a pas vu d'entreprise qui remettait complètement en cause leur politique D&I, mais c'est clair qu'il faut quand même qu'on soit vigilant. La pression économique fait que parfois les moyens sont moins donnés. Et puis, on a pu voir aussi des gens qui s'interrogeaient sur est-ce qu'on maintient cette terminologie-là, est-ce qu'on renomme le sujet. Voilà, donc beaucoup effectivement de questions là-dessus parce qu'il y a effectivement aussi des enjeux business et donc il y a eu de la frilosité parfois de certaines entreprises. Je sais pas si Tanguy, tu veux réagir? Oui, alors après, nous, on a mené des entretiens aussi. Et ce qui ressortait, en fait, c'est qu'il n'y avait pas forcément d'effet perceptible encore en France ni en Europe. Donc, l'hypothèse, c'est effectivement la robustesse du droit qui fait que, bon, ça tient. Mais on sent effectivement une sorte de période de flottement.
actuellement et une incertitude assez grandissante de savoir à quelle sauce on va être mangé. Bon, qui est liée aussi à la période électorale qui est la nôtre, quoi. Donc on est vraiment dans ce moment-là, et ça c'est assez patent. Donc on voit aussi que ce contexte politique et que ce contexte social, économique est enfin, pèse particulièrement sur ces fonctions-là, quoi. Et qu'elles sont vraies, fragiles et assez sensibles à ça. Mais pour nous, en fait, il n'y a pas de backlash encore. Il n'y a pas c'est pas vraiment pas aussi violent qu'aux États-Unis, mais effectivement, avec Delphine, tout au long de l'année, on a eu beaucoup de discussions, quoi, Et c'est ce là-dessus. Mm. Et c'est ce qui nous a aussi conforté dans cette nécessité de mener cette étude prospective en disant, Ouais, bon, il ouais. faut quand même qu'on arrive à identifier voilà, les grandes tendances, les grands scénarios et savoir quelle position avoir pour continuer à être résilient. Donc, c'était un peu ça l'objet de la démarche. Hmm. Ben, merci, je pense qu'on a une réponse complète. Un point qui a été intéressant, le temps que d'autres questions puissent arriver, c'était aussi un point qui a été abordé par vous, Delphine, c'est sur les questions d'IA responsable et peut-être plus généralement de numérique responsable. On voit bien que les organisations sont très tentées, pour des raisons assez évidentes, d'intégrer largement l'intelligence artificielle dans leurs process et leurs méthodes, et en même temps que ça vient se heurter, se percuter avec des questions liées à l'inclusion numérique notamment, qui est un sujet qui est très fortement porté chez Orange. Est-ce que vous voulez nous en dire quelques mots pour approfondir cet élément si vous le souhaitez, hein, c'est une question qui me vient comme ça. Ouais, ouais. Pour nous, c'est un sujet majeur. Alors, on avait lancé avec le fonds de dotation Arborus en 2020 la charte pour une IA inclusive. Mhm. Et on continue effectivement à travailler le sujet parce que en fait il y a plusieurs sujets. Il y a effectivement comment les algorithmes resteront suffisamment neutre pour éviter de reproduire les biais de notre société. Et ça, c'est un vrai enjeu, hein, et c'est tout l'enjeu effectivement autour effectivement de la diversité des profils qui traitent de l'IA. C'est aussi la formation au biais des développeurs. C'est s'assurer qu'il y a toujours un humain pour vérifier, etc. Donc il y a un certain nombre de choses à préserver pour effectivement éviter que les algorithmes ne répliquent les biais de notre société. Mais on voit aussi que la multiplication des agents IA dans nos process vont modifier assez considérablement les conditions de travail de nos collaborateurs. Donc, quelles conséquences ça va avoir sur l'emploi, sur les compétences? Est-ce que tout le monde va pouvoir suivre? Donc, cette notion d'inclusion numérique, elle est fondamentale, hein, et voilà, l'avenir demain de certaines populations, il faudra bien arriver à le voir. Et on voit que les partenaires sociaux sont aussi très vigilants sur le sujet. Et puis le problème aussi de l'accessibilité, c'est-à-dire que voilà, c'est s'assurer que les outils numériques sont accessibles au plus grand nombre et notamment aux personnes en situation de handicap. Donc ça fait énormément de sujets à traiter. Euh, Moi, c'est sur notamment l'impact sur les conditions de travail et même sur l'identité professionnelle. C'est des sujets qui me passionnent, mais alors pour l'instant, j'ai pas vraiment toutes les réponses. Mais c'est aussi l'objet du travail qu'on mène avec Tanguy sur IA et vulnérabilité, hein, parce que l'idée, c'était effectivement de voir ce que ça allait aussi produire, de mettre de l'IA dans nos process, dans nos activités. On sait déjà, il y a quelques études déjà qui montrent l'impact sur la santé mentale. Donc voilà, c'est tous ces sujets-là qu'il faut continuer à creuser et à anticiper. Mhm. Merci beaucoup. C'est vrai que ces questions d'IA, c'est toujours à double tranchant. On se demande si elles n'auront pas aussi des effets d'accessibilité. Ça, on peut le supposer notamment sur certains services publics. On pourrait penser à ça aussi, hein. Il s'agit pas, on essaie de penser le DI globalement, mais ça peut aussi avoir des effets d'amplification, hein, avec des fractures numériques en cascade, un petit peu. C'est un peu à ça aussi qu'on est tous un peu invités à réfléchir collectivement. Et je vois que la réflexion est déjà largement lancée. Partout, il y a aussi des thèses de doctorat qui se développent sur ces sujets. Et donc c'est un sujet dont on réentendra parler. Je propose qu'on puisse arriver à la conclusion de ce webinaire qui maintenant touche à sa fin. Je pense que ça donne quelques éléments de cadrage autour de cet ouvrage qu'on vous invite, Clotilde et moi, bien sûr, à vous procurer parce que rien ne vaut la lecture intégrale des grands entretiens.
Pour autant, on va quand même se risquer à un petit exercice de synthèse sur les enseignements qu'on retient. Alors, j'ai vraiment monopolisé la parole pendant tout le webinaire, mais c'est vraiment pour des raisons techniques et je rendrai à Clotilde son temps de parole lors du prochain webinaire. Je suis sûr qu'elle ne m'en veut pas. Alors, quels enseignements? D'abord, bah, bien entendu, cet ouvrage, son objectif, c'était de faire un peu un travail de mémoire, d'ancrer des paroles de leader, égalité, diversité et inclusion l'écrit, une sorte de mémoire vivante, un espace qui n'est pas non plus quand même une galerie de portraits héroïques, mais en même temps qui donne une parole un peu sincère, réflexive et décalée peut-être de ce qu'on fait d'habitude d'un point de vue un peu communication institutionnelle sur ces sujets. Alors, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on remarque à la lecture de ces ouvrages? Ça a été un peu dit, mais on complète parce qu'on est d'accord avec aussi ce qui a pu être dit. Les politiques de EDI se construisent rarement seules, hein. Elles se construisent avec des réseaux, avec par exemple la FMD qui est un peu au cœur de l'écosystème en France. Et la majorité des actions qui sont présentées dans l'ouvrage sont des actions partenariales avec des associations, avec des fondations qui sont engagées dans leur domaine de spécialité, dans leur thématique d'intérêt et de spécialisation. Et ça, c'est très intéressant pour pouvoir, quand on est une organisation, on peut pas être expert de tout, spécialiste de tout, donc on peut s'appuyer sur des parties prenantes externes sur lesquelles construire. Autre point, l'égalité, la diversité et l'inclusion s'élargit de plus en plus encore, hein, parce que c'est un mouvement de fond depuis maintenant plusieurs années, à des thématiques plus sociétales, mais aussi et peut-être surtout plus globales, hein, les questions de violence conjugale ou encore les questions de vulnérabilité humaine, hein, qui sont abordées dans l'entretien avec Advance. Violence conjugale, c'est chez EDF. La culture et l'histoire, ça, Delphine Pouponneau l'a dit, hein, c'est des leviers qui sont majeurs. Alors, c'est un sujet intéressant et peut-être un peu paradoxal ou ambigu, les questions de culture, parce que avant, pour faire pénétrer l'égalité et la diversité dans les organisations, pour bon nombre d'organisations, il fallait un peu chambouler la culture organisationnelle. Et on voit qu'aujourd'hui, par un travail un peu de retour aux sources et puis d'appui sur certaines cultures qui s'y prêtent mieux que d'autres, hein, c'est une réalité. La culture et l'histoire de l'organisation peut être un vrai levier, en particulier quand elle est en résonance avec une thématique d'engagement sur laquelle l'organisation arrive à se positionner et puis à développer une sorte d'expertise organisationnelle. Ça, c'est ce qui nous a marqué aussi dans les entretiens qui sont présentés dans l'ouvrage. Et puis enfin, les dispositifs ciblés, hein, qui sont présentés dans les 8 grands entretiens, bah, en fait, peuvent bénéficier à l'ensemble des salariés. Et ça, c'est un point important parce que à l'heure des vents contraires sur les questions d'égalité, diversité et d'inclusion qui ont été bien démontrées, expliquées, on a parlé des causes aujourd'hui, bah, c'est quand même important de rappeler que quand on travaille sur l'égalité, la diversité et l'inclusion, on travaille en fait pour tout le monde. Parce que ça a des effets globaux sur le climat dans les collectifs de travail, sur la justice ressentie au sein de ces collectifs de travail. Et donc que la thématique de l'égalité, diversité et l'inclusion, c'est pas une thématique de niche, c'est une thématique d'organisation qu'il faut traiter de façon globale. Et Delphine Pouponneau l'a dit également, il s'agit maintenant de la considérer comme elle est, de travailler avec la direction des ressources humaines en partenariat stratégique et au même niveau. Et à ce titre-là, c'est bien que la fonction diversité, égalité et inclusion puisse prendre cette ampleur et encore plus d'ampleur, même si on a évoqué des résistances importantes que chacun connaît et qui sont maintenant bien documentées et le seront encore plus le 2 juin lors de la sortie de l'enquête de la FMD qui vous a été largement présentée. Merci beaucoup pour votre présence. Merci encore Delphine Pouponneau. Merci Tanguy Bizien pour votre participation. Merci Clotilde d'avoir organisé ça avec nous. Et puis à bientôt pour la prochaine causerie de l'égalité, diversité, inclusion. On vous revient très vite avec le thème. On vous rappelle juste qu'il y a une newsletter qui s'appelle Nouvelles de l'EDI sur LinkedIn à laquelle vous pouvez vous abonner, qui a 1700 abonnés. Vous serez informé de l'ensemble de notre actualité de la collection, mais aussi certainement d'un peu des actualités de la FMD et d'autres organisations avec lesquelles on travaille. Merci à nouveau et à bientôt pour la Merci. suite. Beaucoup. Au revoir. Au Merci, revoir. au revoir.